C'est merveilleux. On bouge à nouveau, on se rencontre à nouveau, on découvre du pays à nouveau, on se retrouve dans le trafic à nouveau. Attends, quoi? Ne laissez rien vous arrêter. Faites votre retour avec Via Rail. Vous protéger, vous et vos proches, ne devrait pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Certaines conditions s'appliquent. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, un autre acte d'autoflagellation publique qui nous est demandé régulièrement maintenant avant tous les matchs du Canadien à domicile. On dira au micro que le match se déroule en territoire Mohawk non cédé. On va aborder cette situation-là sous l'angle historique tantôt avec Frédéric Bastien. Mais toi, tu veux ouvrir plus large, tu veux nous en parler presque sous un angle philosophique, là. Oui, absolument. C'est-à-dire, premièrement, il y a quelque chose d'amusant. C'est-à-dire, on sait que cette thèse-là est fausse. C'est-à-dire, tous les historiens un peu sérieux disent c'est faux. Donc, ce qu'on appelle vérité et réconciliation, manifestement, la réconciliation peut faire l'économie de la vérité, selon le discours ambiant. Donc, on commence à dire à un moment donné, c'est comme si la réconciliation exige des fake news historiques, on aura les fake news, la vérité doit passer à côté. À moins, comme on nous dit chez certains, que la thèse des territoires non cédés, ça réfère au fait à la simple présence des Européens en Amérique. Si tel est le cas, mais c'est la légitimité même des États nés de l'expansion européenne qui est contestée. Bon, voilà qui est intéressant. Mais dans la thèse, qui est le texte qui est avancé par les gens du Canadien de Montréal, il y a un passage, moi, qui m'a fait sauter dans les airs, qui est d'une violence extrême, où on dit, il y a la nation Mohawk qui nous accueille, et là, on parle des autres peuples qui forment la communauté. Les autres peuples qui forment la communauté. C'est quoi? Alors, les Québécois sont désormais un des autres peuples qui forment la communauté. Incroyable. On est donc, cette phrase-là est d'une violence extrême. Donc, le Canadien de Montréal, premier élément, dont le nom, faut-il le rappeler, Canadien, ça fait pas référence au Canadien de Pierre-Éliott Trudeau, là. C'est l'ancien nom du peuple québécois. Donc, les Canadiens de Montréal, qui ont une fonction identitaire indéniable dans la société québécoise depuis longtemps, puis encore aujourd'hui, expulsent symboliquement les Québécois de leur propre pays en les transformant en un des autres peuples de la communauté. Est-ce qu'on se rend compte de tout ce qui se tient dans cette formule-là, à quel point, en quelque sorte, c'est le point d'aboutissement de la négation de l'existence du peuple québécois. Et Mathieu, du grand peuple, de la grande communauté montréalaise accueillie par les Mohawks. Est-ce qu'on peut parler d'une expropriation sociologique? Ah ben absolument, une expropriation symbolique. C'est une expulsion symbolique, une expropriation symbolique de la part du Canadien de Montréal qui va jusqu'au bout de cette logique des territoires non cédés. Par ailleurs, on voit qu'ils sont nombreux, très nombreux, à utiliser cette formule désormais des universités. On va au théâtre, on va au concert, on entend ça. Mais là, évidemment que la plupart de ceux qui utilisent cette formule ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des historiens qualifiés. Ce que veut dire cette formule aujourd'hui, c'est devenu le signe de ralliement d'une forme d'idéologie anti-occidentale et anti-québécoise tout à la fois, auquel on doit se rallier publiquement à la manière d'un geste de soumission au régime multiculturaliste canadien, au régime anti-québécois de ce point de vue-là, c'est-à-dire fondamentalement les peuples, notamment le nôtre, qui se sont installés ici, qui ont construit le Québec globalement tel qu'on le connaît aujourd'hui à la manière d'un pays, pas à la manière d'un territoire désincarné, mais d'un pays, avec ses villages, ses territoires, son architecture, tout ça. Ben, c'est globalement issu d'abord de 1534, mais surtout de 1608, la présence de Champlain, puis notre peuple qui, au fil des générations, a construit un pays dans des conditions inimaginables en Amérique, en alliance par ailleurs avec les Amérindiens, faut pas l'oublier. Bon. Mais tout ça vient de disparaître. Ce qu'on nous explique, en fait, c'est une forme de geste de ralliement. C'est un slogan qui appartient à l'idéologie officielle, qu'on doit prononcer soi aussi, à chacun d'entre nous de le prononcer, pour montrer son adhésion, sa conversion à l'idéologie officielle. Et qui ne le prononce pas est soupçonné, dès lors, d'être une forme de réac, de dissident inqualifiable, parce qu'il refuse de se rallier à cette forme nouvelle de l'idéologie officielle, qui, je le redis,
est fondé sur un mensonge historique, sur une véritable négation de la réalité historique, mais c'est une espèce de mensonge qu'on doit désormais se réapproprier à son propre compte à la manière d'une vérité fondamentale. Pourquoi et comment? Eh bien, simplement, on marque de ce point de vue qu'on est du bon côté de l'histoire et qu'on participe à son tour à la négation des droits du peuple québécois. C'est extrêmement violent ce qui s'est passé sur ce coup-là. Cette idéologie-là se diffuse un peu partout et que le Canadien de Montréal se l'approprie ainsi. Je trouve que ça porte l'insulte très loin dans un contexte où Balarama Holness, le candidat à la mairie de Montréal, veut quant à lui faire la partition de Montréal, faire en sorte que le français ne soit qu'une langue sur deux, donc la deuxième, donc une langue humiliée à Montréal, considère que Montréal doit faire le statut d'État ou de province séparée. C'est un contexte qui se dégage en ce moment et je trouve que nos politiques prennent pas assez au sérieux ce qui se présente devant nous. Écoute, il y a la mairesse qui disait ça. Après ça, M. Coderre le disait aussi. Là, c'est rendu une entreprise privée parce que c'est ça le Canadien de Montréal. Est-ce que la prochaine fois que je vais aller chez Pierrette Patate à Verdun, le gars va dire, tu sais, en me donnant mon hot dog stimé, tu sais que ce hot dog a été préparé en territoire non cédé. Coudon, non, mais ça va aller jusqu'où, là? En fait, ça va très loin. Tous ceux qui veulent participer de près ou de loin au pouvoir, parce que c'est une question de pouvoir, on s'entend. C'est l'idéologie officielle du pouvoir. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'on prête un serment à l'idéologie officielle. On montre qu'on est docile, qu'on est rallié, qu'on est soumis. Bon. Pour ça, il faut prononcer, c'est une forme de conversion. C'est la prière de conversion à l'idéologie officielle. Eh bien là, ceux qui veulent, je pense qu'inévitablement, les ingénieurs, les avocats, les médias, tout le monde va finir par prononcer ça, parce que c'est vu comme aujourd'hui, comme tu sais, c'est la prière de ralliement. Heureusement, chez Pierrette Patate à Longueuil ou à Verdun, ou ainsi de suite, le commun des mortels regarde tout ça avec une forme de perplexité absolue, en disant, globalement, on n'est plus chez nous, là, ça fait genre 4 siècles et demi qu'on est ici, ou 5 siècles, mais on n'est plus chez nous, ça compte pas. OK, on est trop chez nous, finalement, c'est ce que vous nous expliquez. Le commun des mortels, de ce point de vue, représente l'ultime résistance à ça, mais la pression est très, très forte. Puis on comprend que dans les départements de communication, de marketing, de ressources humaines, cette idéologie-là pousse, et les directions, finalement, croient inévitable de s'y rallier. Et c'est très grave parce qu'en dernière instance, l'effet politique de cette espèce de révolution symbolique, ça consiste à dire que les Québécois ne sont plus chez eux. On est passé en l'espace de 60 ans de mettre chez nous à de trop chez nous. En 62, la Révolution tranquille se fait au beau slogan de mettre chez nous. Maintenant, on n'est plus de mettre chez nous, on est de trop chez nous, tout simplement. On est de trop dans notre propre pays. C'est quand même assez grave. Puis ce qui est paradoxal, et pas seulement paradoxal, mais triste, c'est qu'à l'échelle de l'histoire en Amérique du Nord, les Québécois sont les héritiers d'un des empires, c'est-à-dire la Nouvelle-France, l'Empire français en Amérique, tout ça, qui a tendu la main aux Amérindiens, qui a construit avec les Amérindiens un rapport très différent des Anglo-Saxons. Mais tout ça disparaît dans la nouvelle idéologie officielle qui gomme la réalité historique et devant cela, devant cette espèce de nouvelle prière qu'on doit prononcer pour avoir le droit d'évoluer dans les paramètres du nouveau régime, le peuple québécois disparaît tout simplement et n'est plus, je le redis, qu'un des autres peuples de la communauté. Cette forme-là est d'une violence. Le Canadien de Montréal devrait nous expliquer. Il faudrait quand même prendre M. Molson ou un des porte-parole du Canadien. C'est quoi les autres peuples de la communauté et c'est quoi mais Mathieu, regarde les joueurs du Canadien de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de francophones là-dedans. Je veux dire, tout ce qu'ils font, ils mettent des mots sur des actions qu'ils posent depuis très longtemps. Oui, mais il faudrait leur demander, de temps en temps, c'est pour ça qu'on rêve de faire de grands entretiens avec ces gens-là. On dit, vous savez d'où vient le mot Canadien de Montréal? Il faudrait leur demander. Vous savez la fonction historique des Canadiens de Montréal? Il faudrait leur demander s'ils se rappellent de l'existence des Maroons. Hein? C'est quand même chacun avait son club, on avait le nôtre. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que veut dire le mot Canadien dans la longue histoire du peuple québécois? Qui sont les autres peuples de la communauté? Quelle est la place des francophones là-dedans, des Québécois francophones? C'est qui la communauté? À faire et tout exactement? Est-ce qu'ils pourraient nous préciser tout ça?
Est-ce qu'on pourrait avoir accès au rédacteur de la motion, de la prière, pour qu'il puisse nous expliquer le sens de chacune des paroles qu'il faut prononcer désormais? Mais le pire là-dedans, c'est que personne n'est dupe. On sait fort bien que tout ça, c'est du marketing. Il y a des problèmes au sein du Canadien de Montréal. On veut faire oublier ces problèmes-là. On met le projecteur sur cette bonne action, entre guillemets. Mais tu sais, tu connais l'expression greenwashing, c'est-à-dire des entreprises qui se disent vertes, qui se disent écolo, pour profiter d'une mode, pour se donner une belle image. Bon, c'est la même chose. C'est l'équivalent autochtone du greenwashing, là. Oui, mais sur ce coup-là, je pense que ces gens-là vont découvrir tôt ou tard qu'à tenir sans cesse de tels propos, il va y avoir des effets juridiques et économiques indéniables, et financiers. Comme maintenant, on va finir par prendre au sérieux cette formule-là. Si on est vraiment sur des territoires non cédés, on est des envahisseurs illégitimes, ben il va falloir payer d'une manière ou de l'autre, là. Je veux dire, faut que ça soit sérieux. Et je pense qu'il y a des conséquences juridiques qui vont suivre ces espèces de déclarations-là qui sont en train de former une légitimité nouvelle fondée sur une forme, je le disais, d'expropriation symbolique du peuple québécois. Mais ça, je crois qu'ils sous-estiment les conséquences à moyen et long terme de telles déclarations. Et ça nous rappelle encore une fois à quel point ces gens-là vont pas plus loin que le bout de leur nez. Et Mathieu, ça nous rappelle aussi à chaque fois que on dirait que les Québécois doivent faire plus que les autres actes de contrition. T'sais, on fait pas ça en Ontario, on fait pas ça en Colombie-Britannique, on fait pas ça en Arkansas, on fait pas ça. Nous, on doit s'excuser encore plus fort que tout le monde parce qu'on est encore plus coupable que tout le monde. Et parce qu'on est plus faible, surtout. Ce qui manque aux Québécois, c'est pas la vertu, ni la générosité, ni l'inclusion, c'est la force. Ça, moi, je trouve que c'est la chose qu'on oublie dans tout ça. Les Québécois, c'est le peuple qui les permis de mépriser au Canada. Toutes les manifestations de la diversité humaine sont célébrées au Canada, sauf les Québécois qui sont de trop dans le régime canadien. Et aujourd'hui, dans le dernier endroit, tu sais, si on fait une longue histoire de notre présence en Amérique, on était présent sur tout le continent. Ensuite, on était présent partout dans le Canada. Aujourd'hui, on est présent au Québec. Demain, on sera plus présent à Montréal. Puis on sera finalement condamné à une forme de destin, si ça continue, de folklorisation interne sur le seul territoire qu'on n'a jamais vraiment contrôlé, c'est le territoire autour de la vallée du Saint-Laurent. Écoute, quand j'ai su ça, là, on recevait un ami à souper samedi, et la nouvelle est tombée, et j'étais triste. C'est une forme de trahison, parce que quand même, le Canadien de Montréal, il faut se rappeler, le Maurice Richard, l'émeute et tout ça, c'était le début du nationalisme francophone. Ça a joué un rôle important pour l'histoire des Québécois francophones, le Canadien de Montréal, et de se faire poignarder dans le dos comme ça par cette entreprise-là, cette institution quand même, c'est dégueulasse. Non, mais absolument, absolument. C'est pour ça que je reviens sur ça. Les Canadiens, là, c'est nous. Ça réfère aux couches les plus profondes de notre identité. Quand on s'appelait autrefois Canadien. Tu sais, nos arrière-grands-parents qui disaient, nous, on est les Canadiens, puis les autres, c'est les Anglais, là. Ben, les Canadiens n'existaient pas à l'époque. Donc, on était ça. Et là, peu à peu, c'est comme si, mais c'est pour ça que là-dessus, on y revient toujours, il y a la guerre des symboles. Et le fait est que quand un camp, lorsqu'on le camp diversitaire, appelons ça comme ça, réussit à s'emparer d'un symbole, le Canadien, et de le redéfinir à sa sauce, le redéfinir dans ses paramètres, ben c'est une forme de guerre, d'occupation symbolique qui se mène pour être capable de détourner des symboles collectifs. Et le Canadien de Montréal, de ce point de vue, désormais, est détourné de sa fonction historique. Mais j'espère que les partisans vont se rebeller, vont dire qu'ils sont contre ça. Ben, ça, c'est la part assez de grand point d'interrogation. Je me demande que, autant j'ai une forme de confiance profonde dans le peuple québécois, qui tient bon depuis longtemps. C'est quand même pas mal, hein. On a tenu tête à peu près tout. Mais quelquefois, je me dis, est-ce que quelque chose chez nous est brisé? Est-ce que notre ressort vital est brisé? Je sais pas. Mais tu sais, les gens vont hausser les épaules en disant, c'est niaiseux, ça. Mais c'est pas rien que niaiseux. Ça a des implications, là, idéologiques, voilà, politiques. C'est pas rien que niaiseux. C'est pas seulement une parole gossante qui va trôner notre... C'est dangereux. Parce qu'en dernière instance, de tels discours répétés sans cesse créent une légitimité nouvelle qui est fondée désormais sur la négation de notre droit d'exister comme peuple. Et là, au cœur même de notre équipe nationale, dans la mesure où on en a une dans quelque chose, eh bien, cette équipe nationale, ancrée dans notre histoire longue, trouve le moyen de parachever son rôle social en niant tout ce qui en est à l'origine et le peuple qui la soutient et le peuple qui la fait vivre. Il y a quelque chose là-dedans d'odieux.
Un auditeur nous écrit, il nous écoute, il nous écrit: l'ancêtre de Jeff Molson, John, fondateur de la brasserie, a mis à la disposition de l'armée d'occupation britannique durant la révolte des Patriotes de 1837 son navire à vapeur pour transporter la garnison de Québec à Montréal pour mater les Canadiens, dit-il. Je Oui, sais non, pas. de ce point de vue, l'histoire est parlante. Elle ne se reproduit pas d'une génération à l'autre, évidemment, mais quelquefois, il y a des symboles qui nous clignent de l'œil et ça, c'est assez embêtant quand même. Bon, ben écoute, on peut rappeler aux gens qu'il existe d'autres bières que la bière Molson. Hein? Ça pourrait commencer par ça. On peut rappeler ça. On peut rappeler aussi que les partisans seraient en droit d'une manière ou de l'autre. Je sais pas de quelle manière exprimer leur désaccord, mais j'y crois pas sur ce coup-là. J'ai l'impression que les Québécois vont réagir devant ça comme autrefois, avec un haussement d'épaule, plutôt que de réagir vigoureusement. Mais tel est notre peuple. Les doués vont résister passivement, moins pour contre-attaquer symboliquement. Comme Maurice Richard, qui résistait passivement et en silence, malheureusement. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. À demain. Salut. Bye bye. Vous protéger, vous et vos proches ne devrait pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Allô? Certaines conditions... Allô, ami? Prof, mentor, supporter. Allô? Mon premier A+. Yeah! Tu seras pas le dernier. Et allô, confiance? Je veux dire, confiance. Allô à la meilleure version de moi-même. Allô, le monde. La Fondation TELUS pour un futur meilleur connecte des jeunes à un monde de possibilités en soutenant plus de 500 organismes de bienfaisance à l'échelle du pays chaque année. Rejoignez-nous à futurmeilleur.com. Un courriel de mon institution financière? Mais l'adresse est boz0@courriel.com? Non merci. Mon cyberréflexe, m'abstenir de cliquer. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, en Alberta, on est en train de remettre en question l'idée même de péréquation avec un référendum. Il y a des Canadiens qui remettent en question l'idée même des deux peuples fondateurs. Il y a des Canadiens qui remettent en question le fait que la langue française soit une des deux langues officielles du pays. Est-ce qu'on assiste à une mutation du Canada, Mathieu? Je crois que la mutation a déjà eu lieu, en fait. C'est-à-dire, je reprends chacun des éléments que tu donnes, sur la question des deux peuples fondateurs, les Québécois francophones, puis parmi eux, les fédéralistes, en fait, sont les seuls à y croire encore ou à y avoir cru. Je pense qu'au Canada anglais, on ne se souvient même pas du fait qu'on y a déjà cru, mais plus enfin, on y croyait plus ou moins dans les faits. On savait que les Québécois y croyaient. Ça fait longtemps qu'ils ont largué ça. Sur la question du français, de la remise en question du français, c'était inscrit dans la logique du multiculturalisme canadien. Inévitablement, le français qui ne trouvait une place que parce que c'était l'écho politique et linguistique de la thèse des deux peuples fondateurs portée par Pierre-Éliott Trudeau. Excusez-moi, je corrige. Trudeau n'a pas porté la thèse des deux peuples fondateurs, mais il a voulu lui répondre en disant il y aura le bilinguisme officiel à Ottawa. Ça n'a tenu le temps que d'une génération, le temps de mater le séparatisme québécois. Et sur la question de la révolte de l'Ouest, ça fait longtemps, depuis le Reform Party dans les années 90, qu'on avait cette idée que l'Ouest était exploité par la péréquation au service du Québec. Et là, mais on cherche à agir politiquement pour traduire ça dans les faits. Donc rien de tout cela n'est surprenant. Cette mutation a déjà eu lieu. Mais les Québécois n'étaient pas au courant pour une raison paradoxale, c'est que si les Québécois vivent encore dans le Canada aujourd'hui, ils ne connaissent pas vraiment le Canada. Ils connaissent pas vraiment le pays dans lequel ils ont décidé de rester, ou à tout le moins dans lequel on leur a imposé de rester en 95. Et le résultat des courses, c'est que là, on est surpris par une série de phénomènes. Ajoute à ça, évidemment, la fameuse question du débat des chefs, qui était un événement marquant où, finalement, l'affirmation nationale québécoise dans sa forme minimaliste est assimilée au racisme systémique. Le Canada dans lequel nous vivons n'a plus rien à voir avec le Canada fantasmé auquel nous avons déjà adhéré. Et la réalité des choses, c'est qu'on ne comprend pas ce qui arrive en ce moment, sinon on prend des claques en pleine face à répétition, puis on se demande qu'est-ce qui arrive. Antoine Robitaille dit dans son émission Là-haut sur la colline, ici à Cube Radio, qu'il y a de moins en moins de fédéralistes au Canada, de plus en plus de canadianistes. Oui, mais encore une fois, Antoine, là-dessus, qui connaît bien son histoire
politique et constitutionnelle te dira probablement, si tu le piques un peu là-dessus, que tout ça était déjà enclenché dès le début des années 90. Guy Laforêt avait écrit un très bon livre, un peu oublié aujourd'hui, hélas, Trudeau et la fin d'un rêve canadien. Et là, il racontait comment, finalement, Trudeau, en 82, avec le nouveau régime qu'il a imposé, la nouvelle constitution, avait changé la nature même du fédéralisme canadien. On peut croire, puis moi, je suis de ceux qui pensent que les deux peuples fondateurs, c'est une thèse à laquelle les Québécois ont été les seuls à adhérer pendant longtemps. Le Canada anglais se voyait comme un pays anglais, puis il y avait une réserve francophone au Québec, puis les francophones, d'ailleurs, on les a assimilés. Mais dans les années 60, puis ça, je pense que, comment ça s'appelle, que McDonald, je perds sur Kenneth McRobert. Kenneth McRobert avait écrit un bon livre là-dessus. Il avait montré comment le Canada, dans un moment de crise d'identité, c'est-à-dire dans les années 50, le Canada se dit on n'est plus le rejeton nord-américain de l'Empire britannique, on doit avoir une nouvelle identité, quelle sera-t-elle? Et bien là, on s'est demandé pendant à peu près 30 ans s'il n'y avait pas un pacte à nouer avec les francophones. Puis là, la thèse des deux peuples fondateurs circulait dans l'espace public, mais finalement, elle a été congédiée d'abord en 82, avec Trudeau qui, lui, s'y opposait radicalement, et plus encore avec Meach et Charlottetown, parce qu'avec Meach, l'idée de société distincte, donc la trace du dualisme dans la Constitution était congédiée, puis Charlottetown, mais ça, c'est le basculement dans un autre Canada, où finalement, c'est la question du Québec était vue comme finalement un peu résiduelle, c'était l'ancien Canada qui laissait les traces. Donc tout ça, Antoine dit, on est passé de fédéraliste à canadianiste, il a tout à fait raison, pour peu qu'on corrige et qu'on rappelle que tout ça est enclenché dès le début des années 80, et que dans les années 90, à partir de Charlottetown, ça se radicalise. Ça devient l'idéologie officielle dans les années fin 90-2000. Puis aujourd'hui, on n'en sortira pas parce que c'est devenu l'identité profonde du Canada. J'ai l'impression que le Québec est un carré de sucre et que le multiculturalisme canadien est un verre d'eau. Et là, on veut prendre le carré de sucre et le jeter dans le verre d'eau. Si on fait ça, le carré de sucre va se dissoudre. Et la dissolution prendra pas beaucoup de temps. Ça va se faire assez rapidement. Donc, c'est ça la question. Voulez-vous, Québécois, vous dissoudre dans le grand tout multiculturel canadien, devenir une communauté ethnique parmi tant d'autres, ou vous voulez demeurer le carré de sucre? C'est ça l'affaire. T'as raison à 100%, à 1000%, à 100 000%, pour en rajouter si on voulait. L'enjeu est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être maître chez nous, ou est-ce qu'on considère qu'on est désormais de trop chez nous, comme on nous explique avec la théorie des territoires non cédés, comme on nous explique que quand vient le temps d'affirmer notre identité nationale, on fait du racisme systémique. L'enjeu est d'une clarté remarquable. Et là, ça nous ramène à François Legault. François Legault dit notre peuple. La fierté québécoise, notre identité. Il veut défendre notre peuple. Il veut le défendre contre qui en passant? S'il veut le défendre, c'est qu'on l'attaque. Bon, donc on nous attaque. Au moins, il y a un point de départ. François Legault, je pense, a une responsabilité historique en ce moment. Et puis, on peut l'inscrire dans une généalogie des premiers ministres québécois pour voir ce qu'il deviendra. François Legault, peut-être ce qu'il se voit, quelquefois, on le compare à Maurice Duplessis. Moi, je n'utilise pas Duplessis de manière péjorative. Je vois toutes ses limites, je vois ses qualités aussi. Il peut être le défenseur de notre peuple. Mais c'est un défenseur sur une position défensive dans un contexte où on n'a plus l'avantage démographique qu'on avait à l'époque à l'intérieur du Québec. Et Duplessis, soit dit en passant, avait quand même déjà dit, si le Canada trouve qu'on est trop, on peut s'en séparer. François Legault peut être Daniel Johnson. Ça, ce serait formidable, parce que Daniel Johnson, s'il avait été jusqu'au bout de lui-même, ce qu'il avait enclenché dans les années 60, Johnson disait égalité ou indépendance. Ben, on n'aura pas d'égalité. Donc, on pourrait avoir l'indépendance. François Legault pourrait être Robert Bourassa. Ça, c'est moins intéressant. Il y aura une crise sur la laïcité dans les prochaines années. Monsieur Bourassa aurait pu, au début des années 90, faire l'indépendance du Québec. Il aurait pu la faire s'il avait voulu. Jean-François Lisée a écrit des livres remarquables là-dessus, Le tricheur et le naufrageur. Puis il l'a pas fait. Et puis, on avait 65% d'appui à l'indépendance à certains moments. Eh bien, Robert Bourassa aurait pu être un grand homme, il ne fut qu'un petit politicien provincial. Hein. Il y avait un côté un peu poltron, il y avait un côté pétochard devant le Canada. Ou il pourrait être finalement René Lévesque, l'héritier de René Lévesque, c'est-à-dire l'homme qui a voulu de bonne foi. François Legault a fait son propre beau risque depuis 10 ans. François Legault a décidé d'essayer son propre beau risque. Il peut se rendre compte que ça fonctionne pas. Il va avoir aux prochaines élections la majorité la plus importante probablement de l'histoire du Québec. Il va avoir une majorité imposante. François Legault a la crédibilité, l'autorité nécessaire pour imposer à son aile fédéraliste, au Christian Dubé, au Éric Girard, à tous ces gens-là, pour leur dire là, c'est pas l'indépendance des péquistes comme vous l'avez toujours craint. C'est ce qu'il faut faire au nom de l'intérêt du Québec, de l'honneur du Québec, de l'identité du Québec. Si vous voulez que vos petits-enfants parlent encore français et se voient comme Québécois, c'est ça le choix. François Legault a la possibilité de devenir le véritable héritier de René Lévesque dans les années qui vont venir.
devant la mutation du Canada dont tu nous parles, je pense que François Legault a le choix entre ses différents destins. J'espère qu'il prendra le destin de René Lévesque. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Écoute, en terminant, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire, je sais que tu es très occupé, Antoine Robitaille, aujourd'hui. On sait que le 20 avril dernier, le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure du Québec a invalidé une partie de la loi 21, la fameuse loi sur la laïcité, en disant que les commissions scolaires anglophones devaient être exemptées. Bon, là, le gouvernement a porté ce jugement en appel, et là, on se retrouve devant un juge, et le juge qui écoute, qui entend l'appel, la demande d'appel du gouvernement, ce juge-là était vice-président d'un organisme qui était contre le genre de loi comme la laïcité, qui était contre le genre de loi comme la loi 21, qui est contre la laïcité, qui était contre la Charte des valeurs. Attends une minute, là. Le jupon dépasse, là. Ben, la justice est politique au Canada, c'est pas un secret. Je veux dire, la nomination des juges à la Cour suprême, on n'est pas devant un processus à l'américaine. Non. Donc la justice au Canada, c'est le paradoxe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement des juges, mais au même moment, le gouvernement des juges est l'expression de l'idéologie profonde de l'État canadien. Donc quand une loi est condamnée par les tribunaux, je parle pas du jugement ordinaire là, dans la vie quotidienne, là. Je parle des lois qui ont une dimension constitutionnelle, une dimension identitaire, fondamentale. Et évidemment, il n'y a aucune révélation là-dedans, sinon il faut redécouvrir régulièrement cette chose-là. Frédéric Bastien a fait un travail remarquable de documentation de ces penchants idéologiques des juges. Donc, quand nos lois sont soumises aux juges fédéraux, dans les faits, ça veut simplement dire que le régime canadien, avec son idéologie propre, va chercher à les casser. Donc, la seule question pour la loi 21, c'est est-ce qu'elle va être cassée, d'un coup, ou est-ce qu'elle va être mutilée morceau par morceau? Moi, mon hypothèse, c'est que le régime canadien est assez intelligent pour la casser morceau par morceau, donc ils vont se contenter de faire sauter l'obligation de laïcité pour les enseignants, tout en la maintenant provisoirement pour les autres. Ils vont un peu faire ce qu'ils avaient fait avec la loi 101 à la fin des années 80, qu'on avait répondu par la loi 178. Le temps, finalement, de reculer avec la loi 86, puis à un moment donné de reculer comme on l'a connu avec l'histoire de la politique linguistique. Mais oui, évidemment que les juges sont idéologues au Canada, ce sont des juges militants. Il n'y a aucune surprise là-dedans. C'est dans la philosophie du régime de Trudeau, ça se poursuit aujourd'hui. J'espère qu'on aura cette lucidité au Québec pour dénoncer ce gouvernement des juges qui relaie l'idéologie canadienne. Et Antoine termine son texte avec une très bonne question. Est-ce qu'on aurait accepté que le juge qui entend l'appel du gouvernement soit un juge qui a déjà milité activement pour la laïcité? On aurait dit non. Ah non, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Ben voilà. Être pour la laïcité, c'est mal. Être contre la laïcité, c'est l'expression du droit à la canadienne. Comprenons-la. Mais je dirais, tirons-en une conséquence et sortons de ce pays qui n'est pas le nôtre. On le dira jamais assez, puis quand on l'aura dit assez, peut-être que les Québécois feront le choix de l'indépendance. Nous sommes enfermés dans une cage et nous possédons la clé. Nous avons la clé dans les mains. On l'a, la clé. Très, très juste. Très, très juste. On l'a. Et je crois, et ça, c'est peut-être l'espérance, mais c'est peut-être aussi une forme de lucidité. Je crois que les Québécois sont en train, peu à peu, de refaire l'expérience qu'ils avaient fait dans les années 80, 90 avec Nietzsche et tout ça. Les Québécois redécouvrent la question nationale aujourd'hui. Ceux qui avaient été complètement, qui avaient abandonné la question nationale, les jeunes qui n'avaient pas été socialisés avec ça, tous ceux qui pensaient que le français est éternel, la question nationale est en train de reprendre forme devant nous et à un moment donné, on va rentrer dedans comme dans un mur. Ça va être l'occasion à ce moment-là de la plus grande lucidité qui soit. Et moi, je fais confiance au peuple québécois. Et c'est là qu'on va savoir ce qu'il a dans le ventre, M. Legault, et ce que nous avons, nous, le peuple québécois, dans le ventre aussi. Tout à fait. Ça va être le moment de vérité. Merci beaucoup, Mathieu. À demain, Mathieu Bock-Côté. Bye bye. Vous protéger, vous et vos proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services. Proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Certaines conditions s'appliquent. Les entreprises innovantes sont celles qui réinventent le passé, transforment le présent et façonnent le futur. Si vos oreilles d'entrepreneurs ou d'innovateurs ont soif d'histoires vraies, de parcours inspirants et d'astuces d'affaires concrètes, on vous invite à bien enfoncer vos écouteurs pour la suite. Histoire d'affaires. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau.
Alors Mathieu, est-ce que tu es en deuil parce qu'on a annoncé la fin du cours d'éthique et de culture religieuse? Tu dois porter le noir aujourd'hui. Comme disaient les jeunes au temps du collège classique, nous sommes heureux et nous débordons de joie avec un ton de tristesse. Alors non, pour vrai, c'est merveilleux. C'est-à-dire, c'est un cours qui fondamentalement était toxique. C'est un cours qui était un cours d'endoctrinement idéologique sous le signe du multiculturalisme, qui cherchait à normaliser l'idéologie des accommodements raisonnables, qui instrumentalisait les connaissances religieuses de manière complètement folklorique pour servir une vision assez rigoriste de la religion, comme quoi une musulmane était nécessairement voilée, puis une musulmane qui ne l'était pas était moins musulmane que l'autre. C'est un cours qui discréditait la culture nationale québécoise et qui, plus encore, expliquait mot pour mot. Ça, faut quand même le redire. Un théoricien du cours avait dit, on sait que les Québécois sont très majoritairement opposés, par exemple, en ce moment, au port du kirpan à l'école. Mais quand tous les jeunes vont être passés par ECR, ils vont voir dans la décision de la Cour suprême sur le port du kirpan l'expression naturelle de la démocratie et de la société des droits. Donc, c'est un cours d'endoctrinement. Il était temps d'en finir avec. Il y a eu un vrai militantisme qui a été porté pendant des années pour en finir avec ce cours-là. Et ce qui est beau, c'est que ça va être d'un point de vue identitaire, il est bien qu'on se délivre de ce cours, et surtout d'un point de vue humaniste, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue du simple rapport à la connaissance. Ce cours était un cours qui fondamentalement ne transmettait pas de connaissances, qui évaluait les attitudes idéologiques. Il est bien qu'on s'en délivre enfin. Reste à voir par quoi on va le remplacer. Hein. Ça peut toujours, il y a matière à inquiétude toujours lorsqu'il y a une suite. On aurait pu se contenter de l'abolir et remplacer ça par des heures d'histoire et de littérature. Mais bon, pour la première étape est faite. Mais écoute, c'est assez bizarre quand même ce cours-là, parce qu'on est à une époque où on nous dit de développer notre esprit critique, de porter un regard extrêmement critique sur notre passé, sur l'histoire et tout ça. Mais ça, par contre, on décourageait de porter un regard critique sur l'histoire néfaste des religions. Oui, ben en fait, on nous invite à avoir une vision critique sur l'histoire occidentale. On nous invite à une vision critique de l'histoire du catholicisme et de la nation québécoise, ou française, ou italienne, dépendamment du pays où on se trouve en Occident. Mais quand on sort du périmètre de l'Occident, eh bien là, soudainement, c'est plus un rapport critique qu'il faut avoir, c'est un rapport de respect, comme on dit, c'est-à-dire de vénération, de génuflexion, presque d'adoration, au nom du saint autre, hein, la sainte altérité, la diversité rédemptrice. Bon. Eh bien là, c'est un cours qui véritablement implantait cette logique-là dans la tête des enfants la première année du primaire jusqu'à la fin du secondaire, avec une pause en secondaire 3. C'est un cours qui, vraiment, il faut voir la bataille pour éclairer l'opinion publique sur ça a été longue, parce que la plupart des gens se disaient, oui, mais c'est un cours qui transmet des connaissances religieuses. Donc, oui, effectivement, c'est important. Connaître des choses sur les grandes religions, c'est important, mais c'est dans un cours d'histoire ou de géographie ou de littérature. C'est pas dans un cours un cours idéologique. Et là, ce qu'il va falloir faire, je crois, c'est oui, développer l'esprit critique, mais aussi plus encore, c'est retrouver un sens de la connaissance beaucoup plus exigeant. L'école n'est pas là pour former des attitudes, n'est pas là pour orienter des mentalités idéologiques. L'école est là pour transmettre des connaissances et une culture. Et ça, c'est un espèce de principe de base qui a été oublié depuis longtemps. D'ailleurs, les partisans du cours ECR appellent ça une vision encyclopédique de la connaissance. Vive la vision encyclopédique de la connaissance, elle permet normalement de faire des têtes de créer des têtes bien pleines et bien faites tout à la fois. Donc, c'est pas contradictoire. On nous dit quelquefois, on nous cite Montaigne en disant mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Non, mais les deux viennent ensemble. Hein. Une tête bien pleine de connaissances, de savoir, de références historiques, géographiques, littéraires, et qui sait par ailleurs faire bon usage de tout cela. C'est une tête qui fonctionne en démocratie. Écoute, je veux revenir avec toi, bien sûr, sur le discours hier qui était très important de François Legault, qui nous invite presque à une deuxième révolution tranquille. Hein. C'est l'économiste Pierre Fortin qui disait dans les années 60, on a donné des réponses aux questions qui se posaient à cette époque-là. Maintenant, il faut donner des réponses, apporter des réponses aux questions qui se posent à notre époque. Et les questions qui se posent, c'est qu'on a un modèle qui est québécois, qui était peut-être très bien dans les années 60, mais qui craque de partout maintenant, là. Oui, mais ça, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a un art de synthèse qu'il faut faire. Le Québec n'a pas pour vocation à adopter un modèle anglo-saxon, comme on dit néolibéral. J'aime pas le terme, là, mais on sait à peu près à quoi ça fait référence. On a une tradition politique où l'État joue un plus grand rôle, où c'est un acteur de solidarité. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour refaire un lien avec ce qu'on vient de se dire sur la religion, la matrice catholique d'une société donne pas le même résultat qu'une matrice protestante. La matrice catholique donne un certain sens de l'État, du bien commun, le sens des institutions collectives. La matrice protestante mise plus sur le marché de la société civile.
Une fois que c'est dit, je pense que ce qu'on constate, c'est l'obésité bureaucratique de l'État. On l'a vu pendant la pandémie, le système de santé tenait véritablement à bout de bras. C'est pas vrai seulement chez nous, cela dit, mais c'était vrai particulièrement chez nous. Il a tenu de manière artisanale pendant 1 an et demi à peu près. On est pris en plus avec un vrai problème de fond sur la question des services des services sociaux, des services de santé surtout. C'est que par définition, le système de santé va toujours être décevant. Pourquoi? Parce qu'on vit de plus en plus vieux dans une société qui a des techniques des moyens technologiques et des moyens médicaux de plus en plus développés pour soigner les gens. Donc, vivant de plus en plus vieux, eh bien, il y a de plus en plus de maladies qui se développent. Avec des moyens technologiques et médicaux plus grands, mais ça coûte très cher, eh bien, ça fait qu'on n'est jamais à la hauteur des besoins. Et puis, par ailleurs, donc, c'est l'effet démographique. Mais, une fois que c'est dit, je pense qu'on retrouve cette idée que le rôle de l'État est essentiel. Je pense que personne ne va le contester, cette chose-là. Une espèce de lubie comme quoi l'État est de trop, doit simplement être une grosse entreprise, on s'en est débarrassé. Mais, beaucoup plus efficace, décentralisé, adapté à la diversité des situations, capable de réagir de manière plus fine, capable de s'adapter sur le plan technologique, toute une série de choses qui ont été mises en lumière par la pandémie. Je pense que ça, cette espèce de travail d'équilibre-là, ou de synthèse, c'est le défi du prochain mandat sur le plan de la réforme gouvernementale. Mais je parlais tantôt à Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, puis il disait que c'était assez surréaliste parce que François Legault parlait hier comme s'il était premier ministre d'un pays indépendant, sauf qu'il n'y a pas les mains sur tous les leviers, là. Et là, ça rejoint la chronique que j'ai écrite aujourd'hui. Hein. Moi, je suis convaincu, j'en sais rien, c'est pas le bon terme. Je crois que les circonstances vont pousser François Legault à se demander si les convictions qu'il a eues les 50 premières années de sa vie en lui ne sont pas encore plus valables qu'il ne le croyait. Sa vision, la manière qu'a François Legault de parler du Québec, c'est comme s'il parlait d'un pays. Sa manière d'envisager la réforme du Québec, c'est comme s'il disposait de tous les instruments normaux d'un pays normal. Sa manière de parler de la culture québécoise, la fierté québécoise, c'est comme s'il s'agissait d'une nation à part entière. Et ce que nous sommes fondamentalement au fond de nous-mêmes. Donc François Legault va faire une double expérience. On a souvent parlé à ton micro de la crise qui va venir quand la loi 21 va être cassée. Ou démantelé. Mais l'autre crise qu'il va rencontrer, ça c'est la crise de la Révolution tranquille, c'est pourquoi René Lévesque devient souverainiste dans les années 60? Parce qu'il dit, pour réussir le plein développement, le plein déploiement de notre État, de notre modèle de société, des choix collectifs qu'on veut faire, eh bien, le cadre québécois est trop limité, ça nous condamne à une forme de sous-développement chronique en deçà de nos capacités, parce que tous les moyens dont on a besoin, ils nous finissent par nous manquer. François Legault, manifestement, va se faire une réflexion semblable dans les prochaines années. Il va se dire, voilà tout ce que je veux faire, mais les moyens me manquent. Est-ce qu'il y aura le courage à ce moment-là, qui est pour moi la vraie question, de regarder Christian Dubé les yeux dans les yeux? Dubé qui a quand même déjà formé, il parlait de la bave du crapaud séparatiste. Bon, on comprend que c'est pas un nationaliste enragé. Est-ce qu'il est capable de regarder Dubé dans les yeux en disant, c'est vrai que on s'en va, mon choix est fait, il faut aller dans cette direction, les circonstances l'exigent. Est-ce qu'il est capable de dire la même chose à Éric Girard? Est-ce qu'il est capable de dire la même chose à ses ministres économiques? Est-ce qu'il est capable, lui, d'amener cette partie de la bourgeoisie québécoise à embrasser la cause nationale, ce qu'elle n'avait pas fait au temps du PQ, ce qu'elle pourrait peut-être faire avec Legault qui a une vraie crédibilité économique? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Pour lui, je pense que c'est un défi immense des prochaines années. Mais Mathieu, justement, je parlais tantôt, là, je reviens avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis je lui disais, chaque jour, je parle avec Mathieu Bock-Côté, et Mathieu a tendance à croire qu'à force de se faire claquer la porte fédérale d'en face, le souverainiste qui dort dans François Legault va se réveiller, et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, je pense que Mathieu Bock-Côté est tellement souverainiste qu'il a fini par prendre ses rêves pour des réalités. Non, je crois pas. Je dis pas. Moi, j'annonce pas de certitude. J'annonce toute une série de facteurs qui me semblent jouer dans cette direction. Puis, soit dit en passant, un facteur qui pèse dans tout ça, c'est qu'il y a un parti indépendantiste clairement au Québec qui fasse pression pour ça. Puis ça, c'est le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais si mon analyse est pas trop mauvaise, ça se peut que je me trompe, hein, mais je dis, crise constitutionnelle à venir sur la loi 21. Crise linguistique dont on y est plongé. Là. On prend conscience que l'assimilation, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. L'anglicisation est commencée. L'élément de réforme sociale, de réforme gouvernementale qu'on vient d'évoquer. François Legault qui porte en lui
À moins que cet homme-là ait complètement renié ce qu'il a toujours pensé. Non, mais je pense que François Legault, on s'en parle souvent de ça. François Legault, il prend le pouls du Québec. Et là-dessus, il est parfait, il est très juste. S'il voit que les Québécois ne sont pas en crise, ne sont pas en furie, ne tirent pas les conclusions qui s'imposent, il ira pas plus loin que les Québécois. Et tu connais l'apathie des Québécois. Tu connais notre côté, il y a rien là, on hausse les épaules, on tourne la page. Oui, tu as raison, mais les Québécois sont capables de choquer de temps en temps. Tu sais, sur le fond des choses, là, on voit tout le bombardement symbolique qu'on a eu depuis la crise des accommodements raisonnables pour nous traiter de racistes, puis de xénophobes, puis de tout ça. Plein de Québécois sont demeurés fidèles à leur idée de laïcité puis d'identité à travers tout ça. Donc, malgré tout, les Québécois, on n'est pas doués pour se redresser, on est doués pour survivre. Et puis survivre, on est capable. Et là, il y a l'autre élément, c'est que François Legault, c'est son deuxième mandat. C'est pas le premier mandat d'un homme qui va avoir 45 ans. Ça va être le deuxième mandat d'un homme qui pourrait peut-être en faire un troisième, j'en sais rien, mais qui arrive à un moment où il va se poser la question de son legs. François Legault sait, pour peu qu'il soit capable de faire un calcul démographique, que si on ne profite pas de la dernière fenêtre historique qui nous est offerte, c'est la possibilité même de l'indépendance qui risque de s'effondrer. François Legault porte ce sentiment-là en lui. Sa manière de parler du Québec, c'est d'en parler comme d'un pays. Son langage naturel pour parler de nous, il parle de nous comme d'un pays. Bon, est-ce que tout ça fait en sorte que si les circonstances l'y poussent, puis je dis pas que c'est Jacques Parizeau, hein. Jacques Parizeau avait tout planifié de A à Z. Moi, je dis que c'est pas Jacques Parizeau, mais c'est peut-être un Robert Bourassa du courage. C'est peut-être un Daniel Johnson qui pourrait aller jusqu'au bout de lui-même. C'est peut-être un René Lévesque même qui pourrait se dire, OK, on est peut-être rendu là. Je m'attends pas à ce que François Legault décide de partir en campagne référendaire ultra. Là, ça y est, on y va, on fait l'indépendance demain. Je dis que si la crise l'y pousse, on se retrouve peut-être dans un contexte particulier où on a un homme qui a une capacité de décider, de trancher, qui est admiré par les Québécois, qui est respecté, et qui serait capable de faire ça. J'en suis pas certain. Je gagerais pas là-dessus 5 millions de dollars si je les avais. Mais je dis que si on refuse de prendre au sérieux cette possibilité, ce scénario, on s'interdit de voir ce qui me semble évident, une crise de régime qui s'ouvre devant nous et la possibilité qu'un gouvernement nationaliste décide d'aller jusqu'au bout de la crise de régime. Écoute ça, c'est certain, je dis que c'est possible. On va voir ça, on va voir ce qu'il a dans le ventre, comme on disait hier, on va voir ça bientôt au cours de son deuxième mandat. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté, on se reparle demain, salut. À demain, bye bye. Vous protéger, vous et vos proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services. Proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Certaines conditions s'appliquent. Allô? Allô, ami? Prof, mentor, supporter. Allô, mon premier A+. Yeah! Sera pas le dernier. Et allô, confiance? Je veux dire, confiance. Allô à la meilleure version de moi-même. Allô, le monde. La Fondation TELUS pour un futur meilleur connecte des jeunes à un monde de possibilités en soutenant plus de 500 organismes de bienfaisance à l'échelle du pays chaque année. Rejoignez-nous à futurmeilleur.com. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, mon cher Mathieu, on est très habitué de se faire la leçon par la gauche, mais là, c'est le Conseil du patronat du Québec qui a publié une lettre ouverte nous mettant en garde contre la haine et la division. Ah ouais, alors c'est un texte sermonneur au possible, mal écrit, ça vaut la peine de le dire, mal écrit, mal pensé, sermonneur, guimauve, larmoyant, qui en gros nous explique que, mais c'est vraiment, c'est un mauvais travail de cégep, là. On nous explique que là, dans un monde qui a fait l'expérience de la crise, la tentation du bouc émissaire est présente, on pourrait se tourner vers l'étranger contre lui pour le transformer en bouc émissaire, alors qu'on doit miser sur la diversité à travers l'approche équité, diversité, inclusion. Puis si on mise sur la diversité puis on réussit à pousser tout le monde à être vraiment lui-même dans le respect de la différence, on va être une société harmonieuse et prospère et joyeuse. Je sais ainsi présenté, mais c'est d'une
c'est d'un esprit presque adolescent qui se mêlerait de la politique. Ça dégouline de bonnes intentions. Ça fait par ailleurs une espèce de portrait assez toxique de la société québécoise et des sociétés occidentales, c'est-à-dire qui serait fondamentalement traversé par la tentation du bouc émissaire. Toute critique, on l'aura compris parce que c'est codé tout ça, toute critique du multiculturalisme ou de l'idéologie de la diversité est assimilée à la haine. On aura compris que derrière ça, il y a la question de l'immigration massive. Le patronat veut une main-d'œuvre à bon marché. Il veut la faire venir massivement. Et de quelle manière peut-il y parvenir? En empruntant justement le discours, un discours progressiste guimauve, mais ajusté à la sauce patronale. Donc tout ça, comme j'ai quand le patronat qui quand vient le temps de plaider pour des conditions de travail décentes pour des employés, se montre beaucoup plus discret. Là, c'était la grande tournée de morale du lobby patronal. C'est Carl Blackburn, si je me trompe pas, qui signe la lettre, qui est un ancien du Parti libéral du Québec, par hasard. Donc, on voit ça, et là, on se dit, bon, c'est le cours de morale de la semaine, mais il nous vient cette fois de la droite patronale, qui cherche à se déguiser en gauche humanitaire. Parce que cette lettre-là, effectivement, écrite par Carl Blackburn, mais co-signée par plein de présidents de chambres de commerce et de gens d'affaires et tout ça. Et là, on se dit, mais quelle mouche les a piqués? Justement, c'est s'acheter facilement des points de vertu, des crédits de vertu dans l'espace médiatique, parce que tous les mots sont là. C'est-à-dire, moi, ça fait longtemps que je développe la thèse que l'idéologie woke aujourd'hui ne se déploie plus seulement dans les campus fous des États-Unis, elle se normalise à travers notamment les départements de ressources humaines dans les entreprises. Et c'est un peu ce qu'on voit. Par exemple, c'est un vocabulaire codé, mais quand on parle de l'approche équité, diversité, inclusion, EDI, bon, ça c'est une approche en ressources humaines qui consiste à faire une forme de multiculturalisme managérial dans les entreprises avec des ateliers de sensibilisation à la diversité. Traduisons des ateliers où les gens sont invités à confesser leur racisme systémique et déconstruire leur blanchité et tout ce vocabulaire-là. Mais là, donc, c'est tout un petit milieu qui a cru signer une lettre vertueuse et qui ne se rend pas compte, ou du moins peut-être se rendre-t-il compte, et dans ce cas-là, c'est encore plus grave, de l'idéologie à laquelle ils adhèrent, qui est une idéologie qui, fondamentalement, redisons-le, a tendance à enfermer chacun dans sa petite case identitaire, a tendance à assimiler toute forme de critique du régime présent à l'extrême droite, au racisme, à la haine, et en dernier instant, je le dis avec un ton sermonneur de mauvais curé défroqué. Et je suis peut-être cynique, Mathieu, mais dès que quelqu'un veut à tout prix exhiber sa vertu, je me dis toujours, cette personne a des choses à se faire pardonner. Hein? Lorsqu'on voit le Canadien de Montréal qui se fout des joueurs francophones, qui vend des billets à prix prohibitif, qui vend sa bière à 16 $, qui ne fait qu'accumuler des défaites, soudainement se draper dans la vertu avec son histoire de territoire non cédé, je me dis, ils ont des choses à se faire pardonner. Et je me demande si c'est pas ça de la part de ces gens d'affaires-là. Ah oui? Oui. Ah, mais en fait, c'est que le signalement moral, les signes ostentatoires de vertu, aujourd'hui, c'est plus important que la réalité. Si je peux me permettre une petite parenthèse, on a vu Dominique Anglade, par exemple, nous expliquer ce que se rallier à la théorie des territoires non cédés, même si c'est pas confirmé, si c'est pas vrai historiquement, le message est suffisamment important pour qu'on puisse se passer de la véracité historique. C'est-à-dire, ah bon? Moi qui pensais qu'il y avait tous ces gens-là dénonçaient des fake news et ainsi de suite. Bon, alors manifestement, le signalement moral est la grande passion de l'époque. Mais là, on a eu donc ces franges du patronat qui se liguent ensemble pour faire du signalement moral, tous ensemble. Et ils décident de nous faire une chanson inclusive, disons ça comme ça. Et là, on est censé les admirer pour leur dire « Oh, quelle prise de position courageuse! Vous dénoncez la haine et vous plaidez pour la diversité. Ça, c'est impressionnant. C'est comme s'il avait pris le maquis en 41. » Alors là, il faut quand même les ramener à l'ordre, les ramener à la raison, leur dire que c'est comme je le dis. Premièrement, c'est important de le dire, c'est du signalement moral qui masque, comme tu le dis, probablement une volonté de pas trop s'attarder à des conditions salariales ce serait un sujet un peu plus complexe. Hein? Ensuite, c'est une volonté de prendre la pause mondaine, la pause médiatique mondaine. Mais en dernière instance, si au moins c'était bien écrit, si au moins à travers tout ça, il y avait quelque chose comme une espèce de prose élégante au service d'une idéologie agaçante.
Non, mais même pas. C'est tout simplement, en plus, très mal écrit. Je ne sais pas c'est qui le rédacteur, mais ils doivent en changer, à moins que ce soit le patron de la chose, et ça, c'est encore plus inquiétant. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une volonté de se marquer moralement dans le camp du progrès diversitaire et d'assimiler, je le redis parce que c'est l'essentiel, à l'extrême droite, au racisme et à la haine, tous ceux qui remettent en question le discours diversitaire et multiculturel. Mais Mathieu, c'est pas surprenant, mais c'est lassant. Où est l'urgence? Est-ce que le Québec est rendu la nouvelle ancienne Yougoslavie où on se tirait dessus entre voisins? Il veut dire, oui, le sang coule à Montréal, mais c'est le crime organisé qui le fait couler. Ce sont les gangs de rue. Et bien, les gangs de rue, souvent ethno-culturels, faut le dire, là. Quoique, ça a l'air que c'est pas populaire de dire ça, mais voyons, y a-t-il vraiment des problèmes de cohabitation entre ethnies au Québec? Non, mais regarde, c'est pour ça que là-dessus, on est dans le délire. C'est-à-dire, c'est un discours qui sort d'un peu de nulle part et qui sert à positionner moralement ceux qui le signent. C'est une espèce on met son idéologie diversitaire à la boutonnière en disant, regardez comme je suis vertueux. Ça correspond. On se demande d'où sort ce texte d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, y a quelque chose qui s'est passé qui le justifierait d'une manière ou de l'autre, mais dans l'univers parallèle du signalement moral, toutes les circonstances sont bonnes, et même s'il n'y a pas de circonstances pour montrer qu'on est du côté des vertueux, des gentils, des calinours et des bisounours. Bon. Mais comme je le dis, ce qui est amusant, c'est que ce patronat-là nous rappelle, c'est l'incarnation caricaturale de ce qu'on appellera demain le PLQS, hein. C'est-à-dire le Parti libéral Québec solidaire, les deux rassemblés, c'est l'espèce d'alliance des rouges et des oranges qui est appelée à prendre forme d'une manière ou de l'autre sur des questions identitaires au Québec. Et là, ce qui sépare ces gens, finalement, c'est le libéralisme et le socialisme, mais sur le reste, ils sont d'accord sur tout. Et après ça, il y a des gens qui vont nous dire que le mouvement woke n'a pas tant d'influence que ça. Quand tu es rendu que les gens d'affaires et le conseil du patronat sentent l'obligation de faire leur petite prière woke pour dire que ce sont des bons citoyens, c'est que c'est rendu gros, là. Oh, mais moi, quelqu'un qui dirait que le mouvement woke a aucun pouvoir, je me dis que cet homme-là ferait lui-même une farce ou manquerait terriblement de sérieux ou de profondeur d'analyse. Mais j'imagine pas quelqu'un de bien renommé oser dire quelque chose comme ça. Mais non, le mouvement woke aujourd'hui, il domine idéologiquement. L'idéologie woke domine l'université, domine en bonne partie le monde de l'entreprise, comme on le voit avec ça, domine les médias publics, et on vient nous dire ils ont la capacité d'empêcher tant et tant de chercheurs de faire carrière dans l'université. Il y a la capacité de détruire des réputations publiquement, il y a la capacité de tordre l'actualité de telle manière que c'est toujours le grand récit du racisme systémique qui s'impose, il y a la capacité d'assiéger le gouvernement du Québec pour l'obliger presque à se mettre à genoux dans la théorie du racisme systémique, mais c'est une théorie sans pouvoir. Allons, il faut arrêter de faire des blagues là-dessus, c'est l'expression radicalisée de l'idéologie dominante. Bon. Ensuite, apparemment, je devine que dire que... Mais c'est toujours comme ça, si je peux me permettre. La théorie du genre, on nous expliquait qu'elle n'existait pas au même moment où elle niait l'existence du masculin et du féminin. Le wokisme n'existe pas. On nous a aussi expliqué il y a quelques années, rappelle-toi dans la presse, que le multiculturalisme n'existait pas au Québec. Ça, c'était génial. On nous a aussi expliqué que le français régressait pas au Québec. Donc c'est génial, en fait. La négation de ce qui arrive est une bonne manière, en dernière instance, de prendre la parade mondaine. Et en terminant rapidement, demain, centenaire de Georges Brassens, tu vas célébrer ça en écoutant quelle chanson de Brassens? Ah, j'aime tout. Moi, j'aime beaucoup 95 fois sur 100. J'y peux rien. Je trouve que c'est une espèce de magnifique manière de pousser les hommes à un peu d'humilité. J'aime beaucoup Les copains d'abord, qui est une chanson qui est pour moi un hymne à bien des accords. Je dirais que c'est l'hymne pour moi. Mais j'aime toutes les chansons de Brassens. J'aime, les moqueurs, 95% sur 100. J'aime les copains d'abord parce qu'il est magnifique. J'aime Tempête dans un bénitier parce que ça nous rappelle quand même que le catholicisme, lorsqu'il n'est plus finalement qu'un rituel sans poésie, ne parvient pas à tirer les âmes. J'aime tant et tant de chansons de Brassens, j'aime son œuvre. Stance un cambrioleur, c'est magnifique quand même. Donc non, je pourrais en dire du bien, mais je pense que je vais écouter pendant une bonne partie de la journée de ces magnifiques chansons. Et moi aussi, j'aime beaucoup quand je pense à Fernande, je bande. C'est très... Mais pourquoi pas? Culture du viol. Comment tu osais avoir une érection sans demander la permission à quelqu'un? Merci Mathieu, salut. On se laisse sur Brassens justement, salut. Comme la transporte, mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses.
Vous protéger, vous et vos proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services. Proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Certaines conditions s'appliquent. Allô? Allô, ami? Prof, mentor, supporter. Allô, mon premier A+. Yeah! Tu seras pas le dernier. Et allô, confiance? Je veux dire, confiance. Allô à la meilleure version de moi-même. Allô, le monde. La Fondation TELUS pour un futur meilleur connecte des jeunes à un monde de possibilités en soutenant plus de 500 organismes de bienfaisance à l'échelle du pays chaque année. Rejoignez-nous à futurmeilleur.com. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, on peut lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, une lettre ouverte co-signée par Jean-François Roberge, notre ministre de l'Éducation, et Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale en France, contre la culture de l'annulation, la culture du bannissement, contre les autodafés, contre les interdictions de conférences et pour la liberté d'expression. Et Mathieu... Je l'avoue, là, dans notre journal où on écrit, il y a un titre qui me fait un petit peu tiquer. J'aimerais t'entendre là-dessus. Le titre du texte présentant cette lettre-là, Roberge s'allie à un anti-woke notoire. Est-ce que tu dirais que Jean-Michel Blanquer est un anti-woke notoire? Ou tu trouves ça trop radical, peut-être, comme appellation? J'utiliserai pas cette formule-là, mais la question ne me semble pas ici formulée. C'est-à-dire, Jean-Michel Blanquer a clairement marqué le fait que l'idéologie woke, le wokisme est un danger à la fois pour les valeurs dont se réclame la France, pour l'identité française, pour l'école. Et il a d'ailleurs lancé il y a quelques semaines un think tank qui a pour vocation justement de proposer à la jeunesse autre chose que le discours woke qui nous vient des États-Unis puis qui est relayé de partout aujourd'hui. Donc, dans les faits, moi, c'est pas une alliance entre anti-woke notoire ou pas notoire. C'est une alliance de fond entre la France et le Québec devant une tendance qui traverse le monde occidental, qui nous vient des États-Unis, qui est institutionnalisée au Canada. Et tout comme la France résiste à la grandeur de l'Occident, cette idéologie-là, à l'idéologie woke, au racialisme, mais de la même manière, le Québec en Amérique du Nord, c'est le lieu qui résiste à cette idéologie-là. Et on a une situation existentielle semblable. On résiste aujourd'hui à cette espèce d'empire anglo-saxon qui cherche à nous coloniser les esprits. Donc pour moi, c'est une alliance France-Québec bien davantage qu'autre chose. C'est assez spécial quand même que la France ait signé ça avec le Québec et non avec le Canada. Ah ben, mais c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire nos deux nations sont des nations, on dit quelquefois des cousins, mais moi je pense que c'est surtout deux nations sœurs, hein, des peuples frères selon l'image qu'on veut utiliser. Et on a une situation existentielle semblable, disons ça comme ça. Et le Canada, c'est la woke nation par excellence. Hein, c'est la nation woke, c'est la nation qui se caractérise par son wokisme. Alors que le Québec, c'est autre chose. On résiste à ça. Par exemple, on le voit avec la résistance au concept de racisme systémique. On le voit avec notre refus de légitimer la censure dans l'université. On le voit avec notre résistance spontanée devant tous des machins qui relèvent de la novlangue aujourd'hui. Donc, on a cette espèce de résistance qui est naturelle. Une telle alliance aurait été impossible avec le Canada. Le Canada, en fait, je veux dire que le Canada, c'est le pays qui institutionnalise ce contre quoi le Québec et la France s'allient. Donc, ça nous rappelle qu'il y a une fracture à l'intérieur du monde occidental aujourd'hui, et nous sommes du même côté que la France, et le Canada et les États-Unis sont de l'autre bord. Je trouve que c'est une lettre quand même assez remarquable. Elle est très claire. C'est certain que ce sont des intentions. On nous dit pas comment concrètement on va protéger la liberté d'expression, mais reste que c'est un message fort qui est envoyé. Ah, c'est très, très fort, en fait. C'est très, très fort parce que, en plus, les mots utilisés sont clairs. D'ailleurs, je donnais un entretien ce matin à Patrick Masbourian à Radio-Canada sur cette question-là. Et puis, il semblait assez mal à l'aise devant ça. Je dirais que quand il parle autrement dit, les propos sont clairs. On n'est pas dans un discours mielleux. On n'est pas dans un discours guimauve. On est dans un discours qui pose clairement les choses et là, qui oblige chacun à
se positionner finalement quand on parle des assassins de la mémoire, quand on parle justement de cette logique de fanatisme, d'autodafé. Mais si les mots sont durs, c'est parce que la réalité est dure. C'est parce que fondamentalement, ce qu'on a devant nous, c'est une révolution. C'est des statues qui sont déboulonnées, aux livres qui sont brûlés, aux événements, aux conférences qui se tiennent sous protection policière quand elles ne sont pas annulées, à ce climat de délation qui s'est normalisé sur des réseaux sociaux, à cette obsession raciale qui s'installe partout. C'est un vrai conflit idéologique. Eh bien, dans cette bataille-là, il est bien que les choses soient clairement posées. Et c'est la première fois, je dirais, souvent, tu sais, les gens de notre famille d'esprit, on résiste, on mange des claques, on essaie de résister en évitant la suivante. Là, c'est une contre-offensive. Là, on contre-attaque. C'est la première fois depuis longtemps que je vois une telle contre-attaque. Ça nous rappelle justement que le politique doit lui aussi porter cette logique de contre-attaque. Mais pourquoi Patrick Masbourian de Radio-Canada était mal à l'aise face à ce texte? Je ne sais pas. Faudrait lui demander. Parce que j'étais là. Il m'a dit, par exemple, que la culture de l'annulation avait aussi du bien. Qu'elle avait du bon. Voyons. Je le critique pas. Il dit ce qu'il veut. Mais j'ai constaté ce matin qu'il y avait un désaccord au moment de faire l'entrevue. J'étais très heureux qu'il me reçoive. C'était très, très aimable de sa part. Mais moi, j'aurais pas le réflexe de dire que la culture woke, par exemple, ou la culture de l'annulation a de bons effets. J'y vois pas l'évolution de la société. Mais comment un communicateur, comment quelqu'un qui parle dans un micro peut dire que annuler la parole de quelqu'un, faire taire quelqu'un pour ses opinions, c'est une bonne chose? Comment il peut dire ça? Alors, je réponds au-delà de Masbourian, qui est, comme je dis, qui faisait son travail d'animateur, donc il me contredisait. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont les partisans de cette logique-là, c'est autre chose. Ceux qui sont partisans de cette logique-là, c'est qu'ils disent votre discours n'est pas un discours, c'est un acte de violence symbolique contre telle ou telle minorité. Et quand vous permettez à ce discours d'être reconduit, vous faites violence à l'identité des uns et des autres. Vous heurtez leur sensibilité. Vous dégradez l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Donc, votre discours est violence. Et cette violence, il faut l'interdire, donc il faut interdire. Et là, on a cette logique-là qui se développe, qui se déploie, qui se normalise aussi. Et on oublie cette espèce de mérite, me semble-t-il, de la conversation civique en société libérale. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accepter des discours qui nous plaisent pas, qui nous déplaisent, qui nous agacent, qui nous caricaturent, qui nous critiquent. Ça nous permet de nous durcir un peu le cuir civique. Puis en dernière instance, ça permet aussi d'apprendre à vivre dans une société qui fait l'expérience du désaccord civilisé. Mais le propre de la culture woke aujourd'hui, c'est justement de nous dire que certains discours sont à ce point inacceptables qu'il est légitime de les censurer. Ça peut être des œuvres, ça peut être des statuts, ça peut être des chansons, ça peut être des choses comme ça. Alors, non, je pense que là, au moins, il y a une vertu de clarifier les enjeux. On clarifie clairement les enjeux avec cette lettre-là. Et puis la question, c'est de savoir quelle sera la suite. Mais moi, franchement, j'y vois une très bonne nouvelle. Le gouvernement du Québec là-dessus est exemplaire et le gouvernement il est heureux, disons-le, de voir les Québécois et les Français s'allier sur cette question-là. Il y a de vieilles alliances ancrées dans l'histoire qui se réactivent. Écoute, je sais que tu es pressé par le temps. Rapidement, parlant de Radio-Canada, parlant de malaise et de culture woke, Jean-François Roberge dit que le nouveau cours qui va remplacer éthique et culture religieuse, on va parler de la culture québécoise, on va apprendre la culture québécoise aux jeunes. Et là, Sophie, ma compagne, dans sa chronique aujourd'hui, dit qu'il y a une chroniqueuse de Radio-Canada qui a dit « ça me fait peur, ça, lorsqu'on parle, qu'on va parler de la culture, ça me fait peur », qui dit qu'il était peurant là-dedans. Ben, le texte de Sophie est excellent, je l'ai lu. Et puis non, c'est Rose-Aimée Automne-Témorin, je crois, qui disait ça. Mais là, c'est tout le discours, le nouveau discours multiculturaliste, pseudo-inclusif, qui se réclame de l'inclusion, mais qui, dans les faits, considère qu'affirmer la culture d'un pays, d'un peuple, d'une histoire, c'est exclusif. Là, elle va nous expliquer, oui, mais est-ce qu'il va y avoir plus de place pour la majorité francophone là-dedans? À un instant, ce pays-là est porté par cette majorité historique francophone et la vocation des nouveaux arrivants, c'est de s'y intégrer. Il est normal que la culture de la nation, la culture historique de la nation soit la norme. Ensuite, elle évolue, elle se transforme, mais il est normal qu'elle soit la norme. Et là, on voit donc toute cette espèce de malaise, puis on associe ça au repli identitaire, à la xénophobie encore. Moi, je pense que devant ces gens qui nous disent ça, il y en a quelques-uns, on doit s'en ficher. On doit s'en ficher clairement parce que c'est un discours qui il est très présent médiatiquement parce qu'il est justement porté par les institutions de la radio-télévision fédérale, mais par sa succursale papier, en fait papier, même plus papier, qui est la presse. Mais dans la population, je pense qu'il y a une adhésion profonde à cette idée que la culture québécoise doit être transmise pour trois grands axes finalement. Pour permettre aux jeunes Québécois de se réapproprier leur patrimoine culturel à l'heure de l'américanisation mentale, pour permettre aux jeunes issus de l'immigration de s'approprier la culture du pays que leurs parents ont choisi ou qu'ils ont choisi eux-mêmes et puis savoir où ils sont. Et puis, pour résister justement à cette espèce d'inquisition woke
qui est en train de censurer la possibilité même de la liberté de parole, la liberté de conceptualiser, de réfléchir. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, on va voir comment le cours va se définir. Mais moi, transmettre la culture québécoise au Québec, je classe pas ça parmi les scandales. Et écoute, en terminant, chaque vendredi, je te demande qui tu reçois à ton émission à CNews, parce qu'on peut la regarder ici, bien sûr, sur YouTube, entre autres. Alors, qui tu reçois comme invité? Je reçois Claude Habib, philosophe, une professeure de littérature aussi, qui a écrit un très beau livre sur la question trans. Et là, donc, elle va, puis elle cherche à comprendre que veut dire l'émergence de la question trans dans nos sociétés. Et je la reçois pour en parler demain. Ben, je l'ai entendu à l'émission de. Oui. Je précise que lundi, lundi, je me joins. Dimanche, on reçoit Alain Finkielkraut au grand rendez-vous à Europe 1. Et lundi, je me joins à l'équipe d'Europe 1 pour interviewer Jean-Michel Blanquer, qui est le signataire de la lettre dont on vient de parler. Oh, ça va être bon, ça va être très bon. J'espère que Claude Habib va être meilleure avec toi qu'elle était à l'émission Réplique avec Alain Finkielkraut. Je trouve qu'elle défendait mal son point de vue sur la question trans, donc j'ai très hâte de l'entendre avec toi. Merci beaucoup, merci. Au grand plaisir. Mathieu Bock-Côté, salut. Alors, je veux revenir sur ce texte-là là, de ma compagne Sophie, mais parce que moi je l'ai pas entendu là. Rose Aimée Automne-Témorin, pardon, oui. Je l'ai pas entendu réagir à l'annonce du ministre Roberge, mais qui dit on va parler, il va y avoir un cours sur la citoyenneté et on va parler de notre culture. On veut faire aimer la culture québécoise aux jeunes. Donc, on va transmettre à nos jeunes plus de connaissances sur notre histoire, sur notre culture. Et elle, Rose Aimée Automne-Témorin, chroniqueuse de Radio-Canada, elle a dit, ce discours patriotique et nationaliste, ça fait peur. Qu'est-ce qui était peurant de parler de nous? Pourquoi tout le monde a le droit de dire nous, sauf nous? Pourquoi tous les groupes, toutes les communautés ethno-culturelles, linguistiques, sexuelles ont le droit de dire nous, sauf nous? Il y a pas et la culture québécoise, c'est pas rien que Michel Tremblay, puis c'est aussi Dany Laferrière, c'est aussi Boucard Diouf, c'est aussi, il y a plein d'écrivains, il y a plein de cinéastes qui viennent d'ailleurs, qui se sont intégrés à la culture québécoise, qui sont 100% québécois, qui se disent fièrement québécois, et c'est certain qu'on va en parler aussi de ces livres-là, de cette culture-là. Je ne vois pas. À chaque fois qu'on veut parler de nous, c'est du repli sur soi, c'est de l'intolérance, que des anglophones crinqués qui pensent ça, que des Canadiens crinqués qui pensent ça. C'est correct. Mais qu'il y a des Québécois, qui supposément font partie de l'élite, qui ont absorbé ce discours-là, qui l'ont digéré et qui le répètent, ça me jette en bas de ma chaise. Comment quelqu'un qui est chroniqueur culturel peut avoir peur lorsque le ministre de l'Éducation dit on va parler de notre culture aux jeunes? Faut-tu être colonisé? Faut-tu avoir digéré, absorbé et fait sien le discours des gens qui nous critiquent tout le temps pour dire de telles ânneries? Vraiment, il n'y a pas de honte à parler de nous, de notre culture, de notre passé, de notre histoire, de nos valeurs, de qui nous sommes, de qui d'où nous venons et où on veut aller. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous protéger, vous et vos proches ne devraient pas être un casse-tête. C'est pourquoi les pharmaciens affiliés à Family Prix offrent un service de vaccination simple, sans longue file d'attente. Prenez rendez-vous au familyprix.com. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Certaines conditions s'appliquent.